Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Los Angeles brûle, des quartiers entiers sont ravagés, plus de 12 000 bâtiments ont été détruits, des dizaines de milliers de personnes sont déplacées. Les feux ont fait 24 morts au moment de l'enregistrement de cet épisode. Plus de 165 km² ont été calcinés, soit plus d'une fois et demie la surface de Paris, et notamment 3 feux qui font frémir les Angelinos, Palisades, Eaton et Hearst. Dans cet épisode, je vous emmène à Los Angeles avec mon collègue Gilles Clarenne, un des journalistes de l'AFP au bureau de Los Angeles. J'ai aussi interrogé Marc-André Sellos du Muséum national d'histoire naturelle qui nous expliquera comment le réchauffement climatique favorise ces méga-feux qui eux-mêmes accentuent le réchauffement climatique. Sur le fil. Gilles Clarenne est journaliste reporter d'images JRI pour l'AFP. Il est basé à Los Angeles où il vit avec sa femme et sa fille depuis 4 ans. Au moment du départ des feux, il y a une semaine, il était à Las Vegas pour le CES 2025, le gigantesque salon des nouvelles technologies. Il est retourné à Los Angeles en urgence pour couvrir les feux. Il a notamment fait un tour en hélicoptère pour faire des images. Gilles nous raconte la suite. On fait nos prises de vue et puis au moment où j'atterris, 5 minutes après, je suis sur le chemin du retour et je reçois une alerte d'évacuation parce que Runyon Canyon, le parc dans Hollywood et le parc le plus proche de chez moi, est en feu. Je reçois cette alerte et puis dans les secondes qui suivent, mon épouse appelle pour dire voilà, on est dans la zone d'évacuation. Pas d'évacuation obligatoire, mais dans la zone warning, comme ils appellent, donc à une rue juste en dessous. Et on choisit à ce moment-là qu'on va évacuer et qu'on va aller chez des amis. Le problème, c'est que tout le monde reçoit cette alerte d'évacuation en même temps. Et donc, c'est chaotique. Quand j'arrive, quand je me rapproche de chez moi, on avance au pas. Il y a de la fumée partout dans le quartier. Donc, je mets 3 fois plus de temps pour arriver enfin chez moi. Gilles a pu mettre à l'abri sa famille avant de repartir travailler. Heureusement pour eux, l'évacuation n'aura duré que quelques heures. Les gigantesques incendies suivent leur cours, attisés par les vents de Santa Ana, secs et chauds. Des vents qui se sont encore renforcés en ce début de semaine. L'un des feux a notamment ravagé Altadena, dont vous avez sans doute pu voir les images impressionnantes de destruction. Le lendemain, je me lève à 5h du matin et je vais en direction de Altadena, qui est une ville de 40 000 habitants, quartier on va dire un peu plus classe moyenne, à l'extérieur un peu de Los Angeles, où tout a brûlé. C'est des rues entières, c'est des avenues entières où toutes les maisons ont brûlé, les commerces ont brûlé. C'est là que je me rends compte de l'étendue des dégâts. Il y a par-ci, par-là des maisons qui ont été épargnées, mais pour la plupart, elles sont réduites en cendres et les pompiers essayent de contrôler les dégâts, c'est-à-dire en sauvant les maisons à côté de celles qui sont en train de brûler. Gilles a déjà couvert des grands incendies qui touchent régulièrement la Californie. J'ai jamais vu ça, moi, depuis les 4 ans où je suis ici à Los Angeles, parce qu'habituellement, quand on va sur les feux, c'est des quartiers plus isolés. La végétation dans les montagnes de Los Angeles qui brûle et qui vont atteindre 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, mais c'est jamais aussi systématique, on va dire, qu'un quartier entier soit rasé. Ces feux, ils m'ont marqué par à la fois les départs de feu on reçoit des alertes tout le temps pour dire il y a un nouveau feu ici, il y a un nouveau feu là. Habituellement, c'est très ciblé. On part sur un feu et on sait plus ou moins dans quelle direction il va. C'est marquant aussi parce que ça se passe le long de la côte Pacifique. Ce sont des routes qui sont très connues, des routes très touristiques. Donc c'est un paysage qui change. À Malibu, à Pacific Palisades, c'est des super maisons que les gens prenaient en photo parce que c'est des cartes postales, c'est des vues de cartes postales. Et puis là maintenant c'est des cendres et puis l'océan. Ces grandes maisons au bord de l'eau, certaines ont survécu, mais nombre d'entre elles ont été complètement effacées du paysage.
Selon mon collègue, les feux pourraient profondément modifier la ville. Certains quartiers pourraient ainsi ne plus être assurables, d'autres pourraient ne pas être reconstruits. Parler avec les résidents, c'est toujours... avec des habitants qui ont tout perdu, c'est toujours les moments les plus difficiles. Gilles a ainsi été marqué par le témoignage d'Orlando Waters, interrogé au milieu des décombres. C'est vraiment une scène épouvantable à voir. Vous savez, toutes ces années, mon enfance s'est déroulée dans cette maison. J'ai appris à nager dans cette piscine, ainsi que mes enfants. Dans les collines, beaucoup ont évacué, par précaution. Les pilleurs savent qu'il y a des maisons vides. Et tout ça, ça crée de la tension pour ceux qui sont restés. Ils n'aiment pas de voir quelqu'un qui rôde autour de leur maison, qui reste trop longtemps autour de leur maison. Il y a de la tension, ça se sent. Il y a aussi de la solidarité. Il y a des dons de tout, des dons de nourriture, des dons de vêtements, des listes qui circulent pour que les gens donnent exactement ce dont les gens ont besoin. La police protège le quartier qui a été incendié. La garde nationale est là aussi maintenant pour empêcher les pillages. Ce qui veut dire que les habitants ne peuvent pas tous aller voir à quoi ressemble leur maison. Et parfois ils nous demandent à nous est-ce que vous pouvez aller voir cette adresse ? J'ai pas de nouvelles. Je sais pas à quoi ressemble ma maison. Je sais pas si elle a brûlé. Et donc ils nous donnent leur numéro de téléphone et on va voir ces adresses. Alors parfois on a des bonnes nouvelles. Et puis d'autres moments, on doit leur envoyer des photos et des vidéos des cendres, des maisons qui ont disparu. Ça, c'est compliqué. Gilles a aussi rencontré Adam Klingman, un jeune enseignant d'Altadena. Sa maison a brûlé, son école aussi. Nous voulons absolument reconstruire et ramener cette communauté. C'était une communauté formidable. C'était un petit melting pot de toutes les ethnies. C'était génial. C'était le rêve américain d'un quartier diversifié. Les vents de Santa Ana qui ont attisé le feu sont un classique des automnes et des hivers californiens. Mais ils ont atteint cette fois une intensité inédite depuis 2011, avec des rafales de vent allant jusqu'à 160 km/h la semaine dernière, et on craint encore de nouvelles rafales ces jours-ci. De quoi propager le feu bien nourri par une végétation rendue luxuriante après 2 années de précipitations en 2022 et 2023. Sauf qu'en 2024, la végétation a été desséchée par 8 mois sans pluie, un carburant parfait pour les feux. Les scientifiques comme Marc-André Sellos du Muséum national d'histoire naturelle rappellent régulièrement que le changement climatique augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes, à commencer par l'aridité qui touche la Californie. Tout est là. C'est dans le changement de régime des précipitations. Le changement climatique n'est pas qu'un réchauffement climatique, c'est un changement des précipitations. Donc, en fait, ça, c'est un phénomène important, c'est le changement de régime des précipitations, et qui est aussi, d'ailleurs, à cause de l'augmentation de température, l'augmentation de l'évaporation. Et donc, ce qui sert à gérer ces incendies, c'est la perspective inquiétante que les endroits où le carbone était stocké sous forme de bois mort ou de bois vivant, émettent du CO2 et surrenchérissent à l'effet climatique. Et car quand la végétation brûle, elle émet du CO2. Ça, c'est une sorte de boucle d'accélération qui est extrêmement inquiétante et qui est un des facteurs qu'on n'avait pas forcément bien modélisé et qui contribue à faire qu'aujourd'hui, le climat semble se réchauffer un tout petit peu plus vite qu'on l'avait prévu. À Los Angeles, devant l'ampleur des dégâts chiffrés à plusieurs dizaines de milliards de dollars par le président Joe Biden, des polémiques sont évidemment apparues, encouragées par le président élu Donald Trump. Qui sont les responsables de ce désastre ? Les Américains les cherchent. Plusieurs questions se posent effectivement. Pourquoi certaines bouches à incendie étaient inefficaces ? Pourquoi les pompiers ont-ils manqué d'eau ? Y a-t-il assez de casernes de pompiers ? Fallait-il vraiment construire à flanc de colline dans les maquis qui entourent Los Angeles ? Des enquêtes ont été lancées. Pour le biologiste et écologue Marc-André Sellos, quand les feux atteignent cette ampleur, l'intervention humaine est de toute façon dérisoire. Il faudrait traiter le problème à la base. Les grands feux menacent aussi l'Europe et la France, comme l'ont montré les incendies en Gironde en 2022. Quand le feu devient très grand, les capacités d'intervention sont limitées. Et on peut se dire que vu l'importance des gens et des biens qui étaient devant le feu, ce qui s'est passé dans un pays qui est quand même relativement bien équipé, et dans un
dans un État américain qui est quand même préparé au feu, ça indique bien qu'on est vraiment impuissant. Et ça nous renvoie à cette idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et ça veut dire prévenir le changement climatique. En attendant l'extinction de ces feux, ces incendies sèment le doute sur la capacité de Los Angeles à organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028 en toute sécurité dans une région en proie aux catastrophes naturelles. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, aucun des 80 sites olympiques prévus n'a été directement affecté. Merci d'avoir écouté cet épisode préparé avec Michaela Cancela-Kiefer. Merci à mon collègue Gilles Clarenne pour sa participation. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet, Sur le fil revient demain.